Merci, Monsieur Kalfa. Et je donne la parole à Jean-Paul Chagnolot. Merci, Monsieur le Président, et merci de cette invitation. C'est toujours très intéressant de pouvoir discuter avec nos députés. Moi, je suis donc prof émérite de sciences politiques et je connais cette question depuis longtemps et je suis ni pro-israélien ni pro-palestinien. Et j'ai cette naïveté qui devient de plus en plus imbécile, qui consiste à croire au droit international. Et donc ma boussole depuis toujours a été le droit international. Et ce droit international, qui est quand même une forme de bien commun de l'humanité, est aujourd'hui de plus en plus ignoré, bafoué, contourné. Et je crains que c'est vrai pour le Proche-Orient, c'est vrai pour d'autres parties du monde. Et en ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, je dois dire que après le 7 octobre, où il y a eu des actes de terrorisme qui sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qu'il faut évidemment condamner, j'ai été, comment dirais-je, pris par une stupeur de ce qui se passait dans mon propre pays, c'est-à-dire une incapacité à penser différemment. Il y a une espèce de chape de plomb, et pour avoir participé à de nombreux débats dans les médias, je l'ai ressenti profondément, une chape de plomb qui nous donnait qu'une seule lecture. Et si on a une seule lecture du conflit, aujourd'hui ça s'est un tout petit peu complexifié, eh bien on ne va nulle part. On ne fait que répéter tout ce qui a pu être pensé avant. Cette lecture, c'était en gros, et elle a une partie de vrai, bien entendu, une démocratie a été attaquée par une organisation terroriste, qui en soi est exacte. L'Israël est une démocratie et le Hamas a commis des actes terroristes, sauf que déjà le Hamas n'est pas tout à fait comme une autre organisation terroriste, on pourra en discuter tout à l'heure, c'est plus complexe que ça. Et quand je disais dans un média complexité, on me ramenait à l'essentiel, c'est-à-dire finalement à des choses très caricaturales. Et Israël est une démocratie, mais c'est aussi, il faut le dire, sinon on passe à côté de tout, c'est aussi une puissance occupante au sens du droit international. C'est rappelé par toutes les résolutions des Nations Unies, ça a été rappelé le 29 janvier par la Cour internationale de justice qui a considéré cette occupation comme illicite, la colonisation qui s'ensuit comme illicite. Donc il faut prendre tout cela en compte. Il y a une occupation qui dure depuis 1967 et il faut comprendre ce que ça veut dire au quotidien, concrètement. Par ailleurs, cette démocratie, elle a, comme toute démocratie, des courants politiques. Et depuis 20 ans, disons depuis 2001 pour être plus précis, 24 ans, c'est un courant politique qui l'a emporté sur un autre, très largement. Avant, il y avait des alternances en Israël. La gauche, la droite. Aujourd'hui, c'est une droite qui s'est de plus en plus radicalisée et qui s'est aussi instrumentalisée, qui a instrumentalisé le religieux. Toute la partie du sionisme religieux, c'est une instrumentalisation de la religion. Et ça, c'est évidemment grave. Et cette coalition, elle est fondée là-dessus. Et ce n'est pas d'hier, c'est une politique qui vient de loin. Et l'objectif, c'est en fait une colonisation toujours intensifiée pour aboutir, et on le verra sans doute l'année prochaine avec Trump, une des grandes questions, ça va être l'annexion de la Cisjordanie. Donc voilà, et tant qu'on aura ça, vous aurez forcément, chez les Palestiniens, toutes les sensibilités, les idéologies que vous imaginez, des résistances à cette occupation. Alors bien entendu, cette résistance, elle va être qualifiée, quelquefois à tort, quelquefois à raison, de terrorisme. Mais fondamentalement, comme disait De Gaulle autrefois, c'était on ne veut pas vivre comme ça, simplement, on ne veut pas vivre comme ça. La dernière fois que je suis allé dans les territoires, c'était pas il y a si longtemps, c'était avant le 7 octobre. J'ai des jeunes de Naplouse qui m'ont emmené voir leur avenir. Ils m'ont dit, viens, on va te montrer mon avenir. Et ils m'ont emmené où? Ils m'ont emmené au cimetière. Ils m'ont dit, tu vois, on ne pourra pas vivre. Il avait 20 ans, le mot, à peu près, ou 25 ans, je ne sais pas. Et c'était très touchant. Alors, je ne suis pas en train de dramatiser ou de vouloir victimiser les uns. Je constate une situation. Et si on ne prend pas cette situation-là en compte, eh bien, on va retrouver les mêmes, comment dire, errements. Alors, dans les 2 heures que j'ai, c'est ça Oui. je voudrais utiliser 3 mots simplement, 3 mots. Le premier, c'est la nature de cette guerre à Gaza, qui est différente de celle qui est menée au Liban. Et le mot n'est pas de moi, c'est de Netanyahou. Il appelle cette guerre une guerre totale. Totale, ça veut dire que par tous les moyens,
on va écraser l'adversaire, le Hamas, mais bien au-delà, et en fait, on va disloquer complètement la société qui le sous-tend. Aujourd'hui, cette guerre totale, elle a consisté en fait à des transferts de population considérables. Et la situation actuelle, c'est qu'il y a à peu près 1,8 million, parce que ce n'est pas toute la population de Gaza, mais qui se retrouve comme parqués entre Rafah et Khan Younis. Et tout le reste a été à 80%, selon les endroits, à 70%, entièrement détruit. Il faut bien comprendre ce que signifie une guerre totale. La guerre totale, ça veut dire que, en termes théoriques, il n'y a pas de compromis possible. Il y a, à la fin, une nécessaire capitulation par la destruction. Un symbole d'un mot, l'UNRWA. C'est très intéressant, l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'agence pour les réfugiés palestiniens qui a été créée en 1949. Cette coalition, et je ne dis pas Israël, je dis cette coalition-là, ce gouvernement-là, veut détruire l'UNRWA. Alors, d'un point de vue politique, en le déstabilisant, d'un point de vue matériel, en détruisant les écoles et les bâtiments de l'UNRWA. Et puis, tout récemment, ça a été une loi qui interdit les activités de l'UNRWA, qui s'occupe quand même de 5 millions de réfugiés. Activités dans le domaine scolaire, dans le domaine social, dans le domaine sanitaire, enfin bref. C'est vraiment une institution majeure. Notre ministre des Affaires étrangères, Mme Colonna, était à la tête d'une commission. Elle a conclu que c'était irremplaçable et indispensable, même si elle a fait un certain nombre de réserves sur tel ou tel point. Et donc la destruction de l'UNRWA est très symbolique, parce que ça représente les réfugiés palestiniens. Donc si on détruit l'UNRWA, il n'y aura plus de réfugiés palestiniens, donc il n'y aura plus de questions palestiniennes. Ça participe de cette guerre totale. Cette guerre totale, évidemment, elle implique que tous les moyens sont utilisés, même les pires, et je n'insiste pas là-dessus, mais ça conduit évidemment à ce qu'on piétine complètement le droit international humanitaire. J'en reviens à mon obsession du droit, le droit international humanitaire. Alors le droit international humanitaire, pendant longtemps, c'est quoi ? C'est incantatoire. Les conventions de Genève de 1949, Convention sur la prévention sur le génocide, sur la torture, bon, c'est incantatoire quand il n'y a pas de possibilité de sanctionner ces violations. Or, aujourd'hui, il y a. La Cour internationale de justice vient de lancer des mandats d'arrêt contre des membres du Hamas, mais il reste Deif, on n'est pas sûr qu'il soit encore en vie, mais en tout cas contre Netanyahou et contre Galland, son ministre, enfin celui qui fut son ministre de la Défense. Et donc, ils sont aujourd'hui, ils ont eu des mandats d'arrêt, comme vous le savez, pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est ça une guerre totale. Et ça va très loin. Et il faut en avoir conscience. Ça, c'est mon premier mot, total. Le deuxième mot, c'est irréversible. Irréversible. C'est-à-dire ce qui se produit en ce moment à Gaza, c'est déjà de l'irréversible. Ce qui se passe en Cisjordanie est peut-être de l'irréversible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus rien ne sera jamais plus comme avant à Gaza. L'irréversible le plus évident, bien entendu, c'est la mort. Il y a 44 000 morts pour une population de 2 millions. C'est considérable. Considérable. 100 000 blessés et sûrement davantage. Bref, on le sait, mais ça, c'est irréversible. Moi, je connais une famille qui a disparu, littéralement disparu. Une famille à Gaza, ce n'est pas 5 personnes, c'est des dizaines de personnes. Madame Abouassira, que vous avez reçue, a eu dans sa famille des gens qui ont été tués. Irréversible, le déchirement des liens familiaux, pour les raisons que je viens de dire. Irréversible, la destruction des liens sociaux. Il n'y a plus de sociabilité aujourd'hui, on est dans l'errance. On est parti du nord par obligation pour aller dans le sud, et maintenant on est remonté un peu vers l'ouest. Bref, c'est l'errance complète. Donc Gaza n'existe plus en tant que société. Et puis, impossibilité de reprendre une vie normale. Dans une guerre, par exemple, ce qui se passe au Liban, qui est une guerre classique cette fois-ci, d'une certaine manière, avec un objectif et puis finalement un cadre qui conduit à un accord. Cet accord, c'est celui qui vient d'être signé et par rapport en plus à la résolution 1701. Donc il y aura, après les souffrances, les traumatismes et tout ce que vous voudrez, il y aura peut-être quelque part une sorte de reprise à une vie entre guillemets normale, parce qu'en plus le Liban est dans une situation absolument catastrophique, alors elle est encore davantage aujourd'hui catastrophique. Mais enfin, on peut revenir à quelque chose, on peut reconstruire quelque chose. À Gaza, non. À Gaza, non. Surtout que le plan annoncé par ce gouvernement, c'est de faire en sorte que tout le nord de Gaza soit vidé de sa population et sans doute réoccupé complètement, avec en plus Netzarim, ensuite le couloir de Philadelphie et tout le nord, avec peut-être une recolonisation, c'est ce que le mot en tout cas. Donc le mot irréversible est très important pour Gaza,
pour la Cisjordanie, on s'en occupe pas beaucoup de la Cisjordanie, mais ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie est tout à fait considérable. C'est-à-dire qu'il y a une accentuation, une densification de la colonisation, avec toute la violence que cela implique. Et c'est ça l'objectif fondamental de cette coalition, qui est en fait pouvoir coloniser et en dernière instance annexer. Moi, je lis la presse israélienne très régulièrement, et c'est devenu un débat très, très banal. On va annexer... En tout cas, la droite souhaite annexer la Cisjordanie. Ça, c'est pas fait, mais si vous regardez les nominations, notamment de l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem, à Tel Aviv, grand débat, eh bien, il est bien évident que cet ambassadeur va soutenir la colonisation et peut-être soutenir également cette annexion. Alors ça veut dire quoi? Si on fait cela, eh bien, ça veut dire aussi que nous sommes dans une situation où les gens qui vont être dans cette colonisation accentuée, intensifiée et éventuellement cette annexion, ça veut dire qu'ils n'auront aucun droit. C'est-à-dire que vous avez 2 millions de Gazaouis plus 3 millions en Cisjordanie, ça fait 5 millions. En comptant Jérusalem, on est autour de 5,5 millions, qui n'ont aucun droit. Comment voulez-vous que ça puisse fonctionner? Comment pouvez-vous que ça puisse continuer? Impossible. D'où mon troisième mot. Mon troisième mot, c'est l'insécurité. L'insécurité, bien entendu, pour ces populations, mais l'insécurité pour Israël. Si je me mets du point de vue d'Israël, et bien entendu, il faudrait prendre en compte les éléments extérieurs, la question de l'Iran et tout cela, mais si on reste dans cette problématique-là, il est bien clair que Israël est condamné à l'insécurité structurelle. Pourquoi est-ce que les Palestiniens de Cisjordanie, même s'ils ont effectivement une direction, que ce soit le Hamas ou l'autorité palestinienne, qui est absolument catastrophique et qui a fait des erreurs stratégiques majeures et qui n'est pas à la hauteur de l'histoire, ça c'est bien clair, je n'aurais pas de mots assez durs pour condamner ces directions palestiniennes, il n'empêche que les Palestiniens vont forcément continuer à vouloir résister. Et vous avez un élément qu'il faut prendre en compte, si nous avions le temps, et on l'a un peu finalement, c'est le rapport aux générations. Quand vous le prenez, oui. Non, mais j'ai encore 2 minutes 30, donc je vais rester sur mes 2 minutes 30. C'est l'idée de génération. Si vous regardez le conflit qui a démarré si je prends une date, alors ça peut être Balfour en 1917, mais je prendrais le mandat britannique en 1922, c'est-à-dire un peu plus d'un siècle. Eh bien, les séquences de violence recomposées, différentes, elles correspondent en gros à de nouvelles générations. En 68, c'est l'OLP qui arrive, en 1987, c'est la première intifada, etc. On a comme ça Eh bien là, les jeunes qui viennent de vivre tout ça, les jeunes palestiniens, bien, il est évident que ça va donner quelque chose dans X années. Et ça sera des violences. Le seul moyen de sortir de tout cela, c'est évidemment, et je reviens à mon obsession, dans la minute 30 qui me reste, c'est clairement le droit international. Si on ne pose pas le problème, en termes de droit international, la dernière résolution date de décembre 2016, mais celle du 10 juin 2024 l'évoque aussi. C'est revenir à des négociations et à revenir à ce qui a été Oslo, qui a été un naufrage pour plein de raisons, parce que le Hamas n'en voulait pas, parce que Netanyahou n'en voulait pas. C'était les 2 acteurs d'Oslo qui ont sabordé clairement. Pour Netanyahou, qui était Premier ministre de 1996 et 1999, il faut s'en souvenir, pour lui, Oslo, c'était le problème. Ce n'était pas la solution. Quant au Hamas, il a commis des actes. Moi, j'étais à Jérusalem à cette époque-là. Eh bien, j'ai vu même concrètement, je peux vous décrire les actes de terrorisme à Jérusalem même, à Jaffa Road. Je me souviens encore de cette image très forte où il y a eu 10-20 morts dans un bus. Donc, je sais ce que ça signifie. Et voilà. Donc, si on ne revient pas à cela, eh bien, on pourra toujours évoquer toutes les grandes considérations stratégiques. Si on ne reprend pas en compte les fondamentaux, on est condamné à ce que cette séquence absolument tragique produise à son tour d'autres violences absolument certaines pour tous, pour les Palestiniens bien sûr, mais aussi pour les Israéliens. Autrement dit, si les Israéliens veulent vraiment la paix, il faut qu'ils reviennent à un principe qui est celui énoncé notamment par la Cour internationale de justice, c'est la reconnaissance d'un État palestinien, une négociation, et puis arrêter la colonisation, qui est parfaitement illicite. La réponse de Netanyahou à la CIJ, ça a été un mot, absurde. Absurde. Voilà. Je ne crois pas que c'était absurde, c'est absolument fondamental. Voilà, merci. J'ai tenu mes 30 secondes. Tout à fait.